Ouais. Je vais essayer de me mettre plus près. Ainsi, le traducteur serait-il protégé du risque majeur de l'écriture, de la question taraudante d'une justification pour sa prise de voix, celle-ci étant en quelque sorte prélégitimée par le texte premier. Bernard Simeone, cependant, ne semble citer Fortini que pour s'en éloigner, lui répondant par la bande en se concentrant sur ce qui fonde à ses yeux la pratique d'écriture qu'est la traduction poétique, à savoir un rapport au texte qui n'a rien d'instrumental, où ce dernier ne se présente pas comme alibi, mais comme expérience pour laquelle Bernard Simeone n'hésite pas à convoquer le vocabulaire religieux de la gnose, d'une révélation instantanée que la traduction viendrait prolonger. C'est ainsi qu'en suivant Simeone, on devrait réinterpréter en fonction d'un dévoilement les mots de Calvin selon lesquels traduire est la meilleure manière de lire un texte. Je cite Bernard Simeone, « Je demeure persuadé que le faisceau de sens qui constitue le texte n'est révélé au traducteur que dans et par l'acte même de traduire, qui n'est pas fidélité à une lecture première, mais en elle-même lecture essentielle, incomparable. » C'est ce que j'avais cité aussi. Cette lecture est soutenue par un désir, qui est sans doute le centre de l'expérience du traducteur. Bernard Simeone insiste que c'est la force du texte originel qui impose de le traduire. Il parle encore d'impériosité, d'urgence, de désir irrépressible d'avoir un poème dans sa langue. Et c'est avant tout dans ce désir que je reconnais ma propre expérience, la rencontre avec la poète que j'ai traduite, Amelia Rosselli, m'ayant immédiatement communiqué une urgence provoquée par ce qu'il a bien fallu que j'appelle pour moi-même le mystère de cette poésie. Pour moi-même, parce qu'il s'agissait avant tout de ce que cette poésie me faisait et que je ne comprenais pas. Traduire et apprendre à lire, traduire et apprendre à entendre, traduire et apprendre à écrire, étaient alors des nécessités réciproques. Cependant, cette entreprise n'avait pas pour but l'élucidation, mais tout au plus l'exploration, la rencontre. Pour reprendre les mots de Bernard Simeone, encore une fois, l'objet de ce désir est une vibration interne du texte original, cette vibration étant irréductible à la somme et à l'interaction des composantes de l'analyse. Autrement dit, l'irréductibilité du texte à toute synthèse. Tandis que l'objet de la transmission dynamique devient cette énigme qu'on ne saurait dire. C'est là le paradoxe qui structure la réflexion de Bernard Simeone. C'est lui qui sous-tend la polémique sur la notion de transmission et de communication. Alors que ce que la traduction cherche à transmettre, c'est justement l'opacité, l'écart dont se nourrit le texte original, sa manière d'être, comme toute écriture, le lieu de l'impossible, pour reprendre encore une de ces formules. En dernier ressort, c'est là mon hypothèse, l'idée de traduction qui se dégage des écrits de Bernard Simeone apparaît avant tout comme une idée de ce qu'est la poésie et de ce qu'est l'expérience poétique, qui ne se nourrit pas d'un savoir, mais se fait avant tout expérience de la résistance au savoir. Je cite cette très belle phrase, donner naissance à un être qu'on ne sait pas et qui lui-même s'ignorera à jamais. Ça, c'est dans le texte inaugural, écrire, traduire en métamorphose. Bernard Simeone souligne autre part dans le livre que, comme l'écrivain, le traducteur craint mais vise à être dépossédé par son propre texte, prenant en faux la définition de Solmi qui était basée sur une idée de rivalité mimétique et donc renvoyait implicitement à l'idée de traduction comme appropriation du texte par le traducteur. Pour ma part, j'ajouterais que cette dépossession, cette impression que le texte existe dans notre langue, qu'il tient tout seul, est même la seule sensation de réussite qui puisse s'attacher à la traduction. Cette impression qu'on peut avoir. Alors, suivons maintenant Bernard Simeone jusqu'à la prochaine étape, c'est-à-dire la traduction, d'abord dans sa phase créatrice de recherche, comme il l'appelle, c'est-à-dire avant qu'elle ne se cristallise dans un texte, au moment où on est à la recherche des solutions.
et bien ce moment-là, cette phase-là, c'est celle qui ouvre, selon lui, à un moment où la lointaine empreinte de Babel se fait concrète, où le traducteur identifie en lui le désir du texte par-delà toutes les traductions, en quelque langue que ce soit, qu'on peut en proposer, mais aussi par-delà sa forme originale, jusqu'alors référence suprême. Dans cette phrase se profile, et je cite encore, l'existence potentielle d'un troisième texte, hors de toute langue existante, ou les unissant toutes, et pourtant écrit, qui serait la somme du texte premier et de toutes ses résonances lors du passage dans les autres langues. Que nous dit l'image du troisième texte? C'est vraiment une question que je me suis posée. Alors, à moi en tout cas, elle me fait d'abord penser à la tierce cité, à la troisième ville, par laquelle Calvin définissait l'utopie, la ville utopique, née du heurt entre les nouveaux conditionnements extérieurs et intérieurs. Bah oui, puisqu'il s'agit d'un texte utopique finalement, le texte dont il parle à ce moment-là, quelque part. Et derrière cette image, il y a la vision d'une extension maximale du texte, d'une virtualité magmatique à travers laquelle la traduction se ferait un chemin. C'est-à-dire que les choix faits en traduction se détachent sur un ensemble de potentialités qui appartiennent au texte premier et en délimitent les contours. C'est l'idée d'une matrice qui permet l'interprétation au sens musical ou la variation. C'est une idée qui est très présente dans les écrits de Bernard Siméon. C'est ainsi qu'il faut comprendre Bernard Siméon quand il déplace le concept de transmission en lui accolant celui de métamorphose, comme le veut le titre du livre et de son essai d'ouverture. Cette métamorphose n'est pas un gage de permissivité totale par rapport au texte original. Elle doit être, je cite, « réalité vécue dans le corps du texte ». On est encore dans cette expérience. L'idée de métamorphose, qui reprend peut-être sans le vouloir l'un des termes indiquant la traduction dans le monde romain, verte, permet chez Siméon de penser la traduction comme expérience littéraire plutôt que comme expérience linguistique, et de voir, derrière la perte qui la caractérise, l'occasion qu'elle représente. C'est en effet en vertu de cette expérience qu'il existe un horizon positif de la traduction qui, si elle parvient à arriver en fin de compte à se faire texte, accueille forcément, dans la même mesure qu'elle retranche. C'est-à-dire que s'il y a un en moins de la traduction, c'est l'échec, c'est la perte, c'est l'expérience première de la traduction. S'il y a un en moins, alors il y a un en plus. Et cet en plus ne se définit cependant pas comme un excédent vis-à-vis du texte original, mais plutôt justement comme une métamorphose, selon un procédé cher à la poète que je traduis par une variation. Je cite encore Bernard Siméon. Ainsi, la traduction, par son effet de retour sur l'original, accomplit-elle sur celui-ci plus qu'une lecture critique. Il s'agit de variation et d'amplification, voire de transposition instrumentale, apte à mettre en évidence, par le passage à d'autres registres, des potentialités du texte jusqu'alors inaudibles,